Moi, je me dis, cette rupture extrêmement radicale, déjà, la naissance, c'est une violence. Voilà, on parle beaucoup du cri primal, de quel type de choc ça peut être pour quelqu'un qui est dans du liquide amniotique, tranquillou, nourri, logé, pas besoin de respirer, de s'alimenter, etc. Et boum, d'un coup, il y a de la lumière, il y a du bruit, c'est tout froid, etc. Déjà, ça, c'est vraiment un choc. Mais alors en plus, après ce choc-là, être coupé immédiatement de la voix qu'on a entendue et ne pas recevoir, enfin, même si les infirmières qui s'occupent de vous, j'imagine aussi, ont toute une empathie parce qu'elles savent que vous êtes un enfant qui a été séparé de sa mère de naissance, etc. Mais c'est pas la famille, quoi. Ici Equal Measures 2030, je suis Sarah Colli et vous écoutez Do Girls and Women Count? Est-ce que les filles et les femmes comptent? À Equal Measures 2030, nous connectons les données et les preuves au plaidoyer et à l'action en faveur de l'égalité des genres pour briser le patriarcat et transformer la vie des filles et des femmes. Dans chaque épisode de cette série, nous discuterons avec des féministes du monde entier aussi incroyables les unes que les autres. Elles nous parleront de leur parcours personnel à travers les inégalités et de leur mission de vie pour un monde plus juste. Aujourd'hui, il y a au moins 200 000 personnes en France qui sont des personnes adoptées. Et dans ces personnes-là, la grande majorité sont des adolescents et des adultes. Donc, est-ce qu'on les entend? Est-ce qu'on les voit? Qu'est-ce que ces personnes ont à dire? Qu'est-ce qu'elles ont à apporter à la société et au débat actuel? Dans cet épisode, je reçois la réalisatrice, universitaire et activiste française, Amandine Gay, dont le documentaire « Une histoire à soi » donne la parole aux personnes adoptées. Alors, le 16 octobre 1984, à 3 heures du matin, ce que j'ai découvert assez récemment, l'an dernier, je suis née. Les travailleuses sociales et infirmières ont proposé à ma mère de naissance de me voir, ce qu'elle a refusé. En France, une femme enceinte peut décider d'accoucher dans l'anonymat. C'est ce qu'a choisi la mère de naissance d'Amandine. Une bonne partie de ma vie, c'est quand même beaucoup d'éléments de brouillard. À un moment donné, elle ne sait pas quand exactement, Amandine a été transférée à la Cité des Enfants, un centre d'accueil près de Lyon. Et quelques mois plus tard, elle a été adoptée par un couple blanc dans un petit village de la campagne lyonnaise et ce couple avait déjà un fils de 12 ans. J'ai toujours été très grande et donc j'étais cette grande fille noire à la campagne dans un village où il y avait 2 noirs, mon frère et moi, qui est adopté aussi. Moi, je voulais être normale. Mon plus grand fantasme, c'était d'être normale. Mon incarnation de la normalité, c'était ma cousine Aurélie. Une fille pas trop grande, avec des traits fins, blonde, aux yeux bleus, etc. Donc ça, c'était un peu genre mon objectif de vie. Et alors, moi, j'étais grande, j'étais noire, bon... Bien que ses parents aient fait des efforts et qu'elle ait grandi dans un environnement très bienveillant, ce n'est qu'à l'âge de 12 ans, lorsqu'elle a commencé à jouer au basket pour une ville voisine, qu'Amandine estime avoir commencé à se connecter à des référents culturels afro-caribéens. Une bonne partie de l'équipe était quand même noire et arabe. Et donc de pouvoir faire aussi une espèce de rattrapage culturel sur la musique, sur les références, etc. Alors voilà, je dis souvent que je n'ai pas réussi mon rattrapage culturel en plein puisque je ne sais toujours pas chipper et je pense qu'à 36 ans, c'est foutu. Donc bon, je suis pas arrivée pour tout, mais par contre, en termes de plein de choses, je veux dire de Love and Basketball à Koffi Olomide ou que sais-je, voilà, j'ai pu raccrocher les wagons et c'était vraiment important pour moi parce que c'est sûr que quand on est adopté, voilà, une des insultes qu'on entend très vite, c'est qu'on est une bounty, une des insultes qui provient de nos communautés d'origine. Et en plus, dans d'autres cas, c'est vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'étais noire à l'extérieur, blanche à l'intérieur. Mes références culturelles,
je veux dire, pendant très longtemps, j'étais plus calée en Jean-Jacques Goldman que je ne l'étais pas en Myriam Makeba. On va pas se mentir, c'est vrai. Le frère d'Amandine a été adopté à l'âge de 8 ans, 4 ans avant son arrivée. Bien qu'il soit également noir, elle estime que son expérience du racisme systémique est très différente de celle de son frère. Je pense que ça a été plus dur pour mon frère, parce que mes parents, justement, n'avaient pas encore fait certains apprentissages sur le racisme systémique, etc. Et donc lui, par exemple, quand il a commencé à se faire harceler par la police, comprendre que c'était du harcèlement policier et qu'en fait, emmener en garde à vue un gamin de 17 ans parce qu'il n'a pas sa carte d'identité alors que tu l'as arrêté en l'appelant par son prénom parce qu'on a la campagne, donc tu sais très bien qui c'est le noir du village, tu vois. Ça, c'était un problème et je pense voilà que lui, il a peut-être plus essuyé les pots cassés que moi sur la capacité qu'ont les parents adoptants blancs à accompagner leurs enfants racisés. L'expérience personnelle d'Amandine l'a amenée à s'interroger profondément sur le fonctionnement de l'adoption transraciale. Dans un pays où la race est un tabou, d'un coup, dans une procédure d'adoption, demander à un couple quelles sont vos préférences raciales, les gens ils vont dire « Ah mais moi je suis pas raciste, tous les enfants ça me va ». Et puis en fait, quand va arriver un enfant noir ou asiatique dans leur famille, ils vont se rendre compte que leur tante machin, elle peut pas s'empêcher de faire des blagues, que eux en fait finalement ils sont hyper mal à l'aise parce que c'est la première fois de leur vie qu'ils se retrouvent à être dans une sociabilité avec une personne non blanche et donc en fait ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas quoi dire. J'ai vraiment rencontré plein de personnes adoptées et puis voilà, qui m'ont raconté des histoires horribles du style la grand-mère qui dit devant des gens, alors ça c'est les miens, en pointant ses petits-enfants biologiques, et puis qui dit rien sur celle qui est adoptée par exemple. Et c'est pour ça que je dis que moi j'ai eu aussi de la chance, que je n'ai jamais rien entendu de racisme dans ma famille élargie, mes tantes, etc. Donc c'est possible de tomber dans des familles où effectivement on vous voit comme un être humain et pas comme une noire, etc. Mais ça devrait pas relever de la loterie. Malheureusement, dans un pays comme la France, qui a une histoire coloniale et esclavagiste non réglée, non assumée, non adressée, à commencer dans les livres, dans les manuels scolaires, etc., c'est un danger et une catastrophe quasi assurée de placer des enfants non blancs dans des familles blanches. Je pense aussi, par exemple, beaucoup de personnes nées sous le secret sont d'origine maghrébine, donc ont des parents d'origine marocaine, algérienne, tunisienne. Moi, je connais plein de personnes d'origine algérienne qui ont été placées dans des familles où les grands-parents ont fait la guerre d'Algérie. Est-ce que c'est une bonne idée, sans déconner? Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut réfléchir un peu à ce qu'on fait et réfléchir aux conséquences que ça peut avoir sur les personnes adoptées. On a dit à Amandine qu'à ses 18 ans, elle aurait accès à son dossier. Juste après son anniversaire, elle se présente à l'agence gouvernementale pour son rendez-vous. Et donc, je vais dans ce bureau, donc je rencontre une personne que je n'ai jamais vue de ma vie. Là, cette personne me dit, donc voilà, ça c'est votre dossier, est-ce que je voulais que je reste pendant que vous le consultez? Je lui dis, bah non. Et là, dans mon dossier, donc à l'époque, c'était à l'appréciation des mères de naissance, mais donc ma mère de naissance avait répondu à des questions de la travailleuse sociale, que la travailleuse sociale avait transcrit sur un papier. Il disait... Najat X a 27 ans, elle est originaire du Maroc, elle est venue en France faire des études d'esthétique, elle est tombée enceinte, le père ne veut entendre parler ni de la mère ni de l'enfant. La meilleure chose qu'elle puisse faire pour l'enfant, puisqu'elle veut retourner au Maroc ouvrir un salon et qu'elle peut pas y retourner avec un enfant, c'est se séparer et de la donner en adoption. Donc, je vois la lettre qui raconte plus ou moins ce qui a mené à la séparation avec ma mère de naissance. Et puis, la dame revient dans le bureau. Et donc, moi, je lui prends le dossier. Et elle me dit, ah non, vous pouvez pas prendre le dossier, mais si vous voulez, je peux vous faire une copie. Et là, en fait, ça m'a tellement énervée de me dire, mais même ça, il y a 4 pauvres bouts de papier qui résument mon début de vie. Et même ça, j'ai pas le droit d'avoir l'original de ces papiers-là, quoi. Je dois partir avec une photocopie. Et là, vraiment, ça m'a mis, je pense, voilà, j'avais d'autres émotions, mais ça m'a mis dans une colère. Et donc, j'ai été obligée de dire que je voulais bien la copie, parce que de toute façon, j'avais pas le choix. Alors après, j'ai découvert qu'il y a toujours le choix. Par exemple, aux Archives nationales d'outre-mer à Nice, où il y a donc beaucoup d'archives pour les personnes descendantes de personnes esclavisées dans la Caraïbe,
Et donc, vous pouvez découvrir le numéro de matricule de vos ancêtres. Mais vous n'êtes pas censé partir avec, par exemple, leur certificat d'émancipation ou des choses comme ça. Un de mes amis caribéens avait été voir son numéro de matricule et son dossier à Nice. Et en fait, il l'a volé, quoi. Mais en fait, est-ce qu'on vole nos archives ? On devrait pouvoir garder nos archives familiales sur ces pans d'histoire-là. On n'a déjà pas grand-chose. Justement, on n'a pas des tableaux, on n'a pas tout ce que peuvent avoir des grandes familles bourgeoises, aristocrates françaises qui ont le tableau de l'arrière-grand-maman depuis la Révolution. Nous, on n'a pas ça. Et donc voilà, donc ça va revenir dans ma vie, puisqu'en plus, quand après j'ai découvert que j'étais en plus à moitié martiniquaise, je me disais donc vraiment, si moi je suis pas l'incarnation des conséquences de l'histoire esclavagiste et coloniale française, et de à quel point ça nous dépossède de notre histoire, ça nous coupe l'accès à nos ancêtres, etc., je vois pas comment c'est possible. Pendant de nombreuses années, Amandine s'identifie comme étant de tradition féministe matérialiste, un héritage marxiste avec une volonté de ne pas tout réduire à la biologie, à la nature, et d'essayer de voir comment le capitalisme, les structures de domination, ont un impact sur la vie des femmes. Cependant, elle dit qu'en se penchant sur l'histoire de l'adoption, elle a été obligée de s'intéresser à la biologie. Je suis quand même pas mal, on va dire, travaillée par ces questions-là aujourd'hui, aussi de qu'est-ce qui nous reste. De la même façon que j'ai des fibromes et que j'ai découvert que ma famille de naissance, du côté de ma mère, tout le monde a des fibromes, il y a eu des cancers de l'utérus, etc. Donc il me reste quelque chose génétiquement, physiquement, de mes familles de naissance. Et est-ce qu'il me reste quelque chose aussi je sais pas, voilà, de musique, de choses que peut-être j'ai entendues quand j'étais dans le ventre de ma mère de naissance, et qui sont beaucoup des conversations qu'on a avec mes amis adoptés, qui quand on fait des retours dans nos pays de naissance, il va y avoir quelque chose, on arrive et il y a des odeurs qu'on a vraiment le sentiment qu'on a déjà ressenti dans notre vie, ou des musiques dont on se dit ah ouais, mais en fait pourquoi je me suis passionnée pour ça, peut-être parce que finalement c'est quelque chose que j'avais dans mon patrimoine génétique, culturel. Pour Amandine, les récits sur l'adoption ont tendance à simplifier un processus très complexe qui s'inscrit sur la durée. Et lorsque les personnes adoptées veulent connaître leur histoire, elles doivent passer par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, CNAOP, un parcours semé d'embûches. La conception de l'adoption du point de vue occidental, c'est que c'est un acte. Il y a un mineur isolé, il y a une famille sans enfants, on les met ensemble, c'est l'adoption, c'est fini. Mais pour la personne adoptée, en fait, ça dure toute la vie. Je suis adoptée quand à 18 ans, je vais voir mon dossier et qu'il n'y a pas toutes les informations que je veux, et que, en fait, mon statut d'adoptée fait que j'ai un certain rapport à l'État français. Je suis une adoptée quand je me rends compte que j'ai des fibromes utérins et que je voudrais qu'on m'enlève l'utérus, mais qu'on me dit non parce qu'on ne connaît pas mes antécédents médicaux et que j'ai pas moyen de les trouver, sauf si le CNAOP retrouve ma mère de naissance, mais ça fait 3 ans que j'ai demandé l'ouverture de mon dossier et il s'est toujours rien passé. Et puis, je suis une adoptée parce que quand j'ai des enfants, ils vont me dire mais pourquoi ta mère elle est blanche, etc. Donc ça ne s'arrête jamais en fait. Et y compris quand vous serez grands-parents, vos petits-enfants, ils vont vous dire mais mamie, t'es adoptée, c'est quoi adopter, etc. Et donc du coup, pour moi, c'est vraiment important d'arriver déjà à révéler ça. C'est pas genre on nous a sauvés à un instant T et du coup on est sauvés pour toujours et c'est super. C'est cette idée de sauver qu'Amandine a voulu explorer dans son documentaire sur l'adoption internationale, Une histoire à soi. Je suis né au Brésil. J'ai fait plusieurs crèches et orphelinats au Brésil. Donc j'ai vécu une répétition d'abandon durant ma première année. J'ai pris conscience de mon adoption vers l'âge de 5 ans. À partir du moment où j'ai su que j'étais adoptée, donc je savais bien qu'ils étaient venus me chercher quelque part. Quand je suis descendu de l'avion, j'ai tout de suite voulu rentrer au Rwanda. J'ai jamais senti en fait vraiment de différence entre le fait que... Le discours moral, c'est aussi celui de la gratitude. On a été sauvés d'un pays pauvre, on aurait grandi dans un orphelinat. C'est la même chose. Par exemple, dans les entretiens, les pré-entretiens pour une histoire à soi, on a eu plusieurs personnes qui ont grandi dans des orphelinats en Côte d'Ivoire, au Burundi. Et en fait, leur récit d'orphelinat, c'était le paradis, quoi. C'était des pays où on va considérer que l'enfant fait partie de la communauté, etc. C'était des orphelinats où les portes sont ouvertes.
Les enfants, ils peuvent jouer dehors, ils jouent au foot avec d'autres gamins du quartier, etc. Ils ont une vie d'enfant, donc une vie collective d'enfants, d'aller faire des châteaux forts, des machins, des trucs, etc. Et donc du coup, pour moi, c'était tellement intéressant aussi d'avoir des récits de personnes qui avaient été adoptées et qui ne présentaient pas du tout l'orphelinat comme un truc horrible. Ils disaient, mais à l'orphelinat, on avait des mamans. Les personnes qui s'occupent des enfants dans les orphelinats en Afrique, ils les appellent mamans. Et donc, du coup, avoir des référents adultes, avoir de l'amour et s'amuser avec des enfants. Et effectivement, ces enfants-là, quand on les déplace et qu'on les ramène dans une famille en Belgique où ils sont le seul enfant et où du jour au lendemain, on leur sert un plat de pâtes. C'est un des gars qui nous avait raconté ça. Il dit, ouais, moi, je suis arrivé en Belgique, je suis arrivé dans cette maison, le carrelage était froid, le temps était horrible, il faisait froid, il y avait de la pluie. Et puis là, ils m'ont servi des pâtes. Moi, j'avais jamais vu ça. Je trouvais ça que c'était pas bon et tout. Et du coup, je disais, c'est pour ça que moi, j'aimerais qu'on discute avec les enfants. Il y a cette espèce de vision hyper manichéenne de genre, on les a sauvés, ils étaient bien mieux qu'en Afrique et tout. Tu leur demandes, ils disent, non, moi j'étais bien mieux à l'orphelinat en Afrique. En fait, c'était beaucoup plus sympa. Et donc du coup, est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que quelqu'un est venu nous demander notre avis ? Et enfin, de façon évidente, celles et ceux d'entre nous qui prennent la parole sur le sujet sont pas tous ravis, quoi. L'adoption transnationale et transraciale a un impact émotionnel et psychologique sur les adoptés. Mais il existe très peu de données sur le sujet. Alors, les statistiques sur le bien-être des personnes adoptées n'existent pas en France, bien entendu. Les seules études longitudinales dont moi je connais l'existence ont été faites aux États-Unis, en Suède. Et donc, les chiffres qui ressortent de ces études-là, c'est que les adolescents adoptés ont 4 à 7 fois plus de chances de faire des tentatives de suicide. Et moi, juste dans mon entourage, un garçon avec qui j'étais à l'école primaire, qui s'appelait Alex, qui a été adopté de Colombie, il a mis fin à un séjour dans la semaine avant qu'ouvrir la voie sorte en salle. Et après des années de très grande souffrance, je connais 2 personnes adoptées, 2 garçons encore, qui sont morts de crise cardiaque, mort subite autour de la trentaine. Les personnes toxicodépendantes, les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, des personnes qui ont du mal à fonctionner en dehors d'institutions, etc., ou extrêmement médicamentées parce qu'elles ont des gros problèmes de santé mentale. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les communautés de personnes adoptées, et c'est un énorme tabou, puisque justement, l'objectif, c'était de nous sauver. S'il s'agissait vraiment de nous sauver, pourquoi personne n'est venu voir dans quel état on était à 15 ans, à 25 ans, à 35 ans ? Il y a un groupe qui est presque complètement absent des données. Les mères de naissance, celles qui ont donné leurs enfants en adoption. Il y a très peu d'études qui existent pour savoir si effectivement ça a été la meilleure solution pour ces femmes-là. Est-ce que se sentent vraiment bien 30 ans après ? Est-ce que elles aimeraient pas savoir ce qui s'est passé pour leurs enfants, etc., même si ça veut pas forcément dire créer des relations avec elles ? En fait, il n'y a eu aucune recherche là-dessus, ça n'intéresse personne. L'argument selon lequel c'est une bonne chose de leur laisser se séparer de leurs enfants, pour moi, c'est aussi un argument qui a des relents classistes, qui est que finalement, ces femmes pauvres qui veulent se séparer d'un enfant, c'était de fait pas des bonnes mères. Donc finalement, est-ce que c'est intéressant de s'intéresser à leur bien-être sur le long terme ? Amandine est afroféministe. Après des années à militer dans des mouvements féministes en France, elle se rend compte qu'un seul point de vue est exploré, celui des femmes blanches, bourgeoises. Dans l'afroféminisme, Amandine a trouvé un mouvement dans lequel les groupes féministes marginalisés sont entendus et l'intersection des discriminations qu'elles subissent sont au cœur du débat. Moi, quand j'utilise des termes pour me définir, c'est plutôt par rapport à la société dans laquelle je suis. C'est-à-dire que, oui, on serait pas dans une société raciste, sexiste, etc. J'aurais pas besoin de me dire afroféministe. Mais il se trouve que j'ai tenté de militer au sein de mouvements féministes qui étaient dominés par des femmes blanches, et j'ai bien vu ce que ça donne. Soit on parlait à la place de populations qui n'étaient pas présentes,
soit moi-même, j'étais du coup forcée de faire de la pédagogie, et c'est toujours cette question, non, moi je peux pas payer en fait pour faire l'éducation des militantes blanches avec qui je milite, etc., gratuitement. Donc c'est pénible de devoir passer son temps à faire un double travail. On milite vis-à-vis de la société, et puis dans les groupes militants, il faut faire la pédagogie, mais alors si possible, dans le calme, la douceur et la gentillesse, parce qu'en plus, bah voilà, les femmes blanches, on leur a appris qu'elles ont le droit d'exprimer leurs émotions, leur sensibilité, donc après elles pleurent, donc nous on est agressives. Donc enfin, à partir de 2014, quand on a pris la parole publiquement en tant qu'afroféministe en France, c'était de dire... il faut cesser de dire on est toutes des femmes. Parce que des femmes blanches bourgeoises qui ont des nounous ivoiriennes ou des Philippines pour faire leur ménage, etc., c'est pas mes alliés en fait. On n'est pas en train de se battre pour la même chose. Quand vous vous battez pour faire tomber le plafond de verre, il y a encore une grande partie de la population qui est accrochée au plancher collant. Donc en fait, c'est pas parce qu'on partage un genre qu'on partage forcément tout un agenda politique, tout un ensemble de discriminations, etc. Et donc c'est en ça pour moi que ça reste important de dire que je suis afroféministe. Mais comme c'est important de dire que je suis une féministe matérialiste. Souvent, par exemple, maintenant, je dis aux gens, voilà, moi, je suis une femme noire, certes, mais les femmes noires qui sont en grève à l'hôtel Ibis Batignolles depuis maintenant plus d'1 an pour obtenir des droits sociaux, etc., elles n'ont pas le même statut que moi. Et moi, je ne vais pas prendre la parole à leur place. Par contre, je vais en parler publiquement qu'il y a cette grève qui est en cours, parce que puisque moi, j'ai quand même une audience plutôt grande, je veux dire, voilà ce qui se passe. Mais même au sein du groupe Femmes Noires, il y a des rapports de classe, il y a des rapports de pouvoir, il y a des questions de minorité de genre. Moi, je suis une femme noire cis. J'ai pas la même vie qu'une femme noire trans. Ça, c'est important aussi de le reconnaître, de voir comment est-ce que moi, je peux être utile aux groupes minoritaires au sein même de nos communautés, ou aux groupes qui sont plus précaires, etc. Ou juste admettre par moment, effectivement, que même moi, c'est le moment que je la ferme et que je me mette en retrait. En France, l'industrie du cinéma reste très fermée. Heureusement, plusieurs initiatives, comme le collectif 50-50 dont Amandine fait partie, proposent des études et des statistiques fiables sur le manque de parité, d'égalité et de diversité dans le domaine, afin de mettre en évidence les disparités et d'accélérer le changement. Dans le monde du cinéma, je me sers quand même des statistiques juste sur les rapports femmes-hommes, parce que ça donne déjà une idée, et on se dit si c'est comme ça pour les femmes, donc majoritairement blanches, on n'ose même pas imaginer quels sont les chiffres pour les autres. Et donc par exemple en France, en 2006 et 2016, donc sur 10 ans, tout film confondu, film d'animation, documentaire fiction, il n'y a que 23% de réalisatrices. Donc même l'idée que les choses progressent avec le temps, etc. Enfin, je veux dire, bon, 2006-2016, c'est quand même assez contemporain, 23%, quoi. Enfin, c'est pas possible. On est plus de 51% de la société, et puis on est même pas la moitié de ça à être réalisatrice de films. Donc ça, c'est vraiment insupportable. De la même façon, il y a ce que moi j'appelle un peu le phénomène de la trappe. Donc, 23% des femmes réalisent entre 1 à 3 films sur 10 ans. Ensuite, 16% en ont réalisé 4 de films, et puis 8%, 5 films. Donc là, c'est ça. Et à un moment donné, elles disparaissent. Elles font un film, 2 films, puis bouffe, à 3 films, elles tombent dans la trappe et on les voit plus jamais, quoi. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est aussi hyper agaçant. Et puis le dernier, bien entendu, c'est les budgets. Parce que c'est pareil, non contente de disparaître, même quand on continue à travailler, c'est la même chose. Donc les chiffres, c'est que la majorité des femmes, donc plus de 50%, font des films entre 1 et 8 millions d'euros. Quelques-unes font un film entre 8 et 13 millions d'euros en France. Et elles disparaissent complètement à partir des budgets au-dessus de 20 millions d'euros. Donc du coup, par exemple, ça veut dire que si moi, un de mes fantasmes, d'ailleurs, c'est de faire un film de KPDP au moment de la Révolution française, avec des Noirs, etc. Et donc le truc, ça commencerait dans la Caraïbe, après, il y a des gens qui arriveraient en France hexagonale, et puis il y aurait des combats, il y aurait un film d'époque, etc. Je peux pas, en fait, parce que ça, c'est un film à 20 millions. Donc je sais d'entrée de jeu que, et ça c'est une chose qui m'agace aussi beaucoup, c'est que dans le discours capitaliste, dans la réappropriation capitaliste du féminisme, il y a tout un discours de quand on veut, on peut, c'est les femmes. De toute façon, c'est toujours nous qui sommes responsables. Ce sont les femmes qui se brident elles-mêmes, elles devraient avoir plus d'ambition, etc. Alors que ce qui se passe, c'est que comme les femmes ont bien conscience de ces chiffres-là, bien sûr qu'elles se brident elles-mêmes. Parce que si on sait qu'il y a 0 femme en France sur ces 10 dernières années, donc maintenant même 14 dernières années, qui ont eu un film à plus de 20 millions d'euros, on n'écrit pas un film de KPDP en fait.
Parce qu'on se dit, de toute façon, il sera jamais financé. Et donc, c'est comme ça. C'est pas nous qui nous bridons. C'est qu'on voit bien ce qui se passe au niveau sociétal. On voit que les personnes n'arrivent pas à faire leurs films. On voit qu'elles n'arrivent pas à avoir les financements. Et donc, on se dit, alors moi, je vais plutôt faire un huis clos sur une fille à la campagne. Comme ça coûtera moins cher, etc. Et donc, j'aurai plus de chances de pouvoir faire mon film. Et donc, c'est ça, moi, qui m'énerve. C'est de toujours aussi ramener la responsabilité sur les individus ou de toujours dépolitiser des questions qui, en fait, sont d'ordre systémique, sont d'ordre collectif. Et c'est ça qu'on doit questionner. Ce sont ses expériences personnelles en tant que femme française, noire, adoptée, et comment chacune de ces identités s'inscrit dans un contexte historique, politique, qui motive Amandine à faire des films. Grâce à son travail, Amandine offre un espace bienveillant dans lequel les groupes marginalisés ont la parole. Moi, je me suis surtout dit très jeune, c'est pas juste que j'ai pas accès à toute l'histoire. Ça, c'est quelque chose, moi, je pense vraiment ce sentiment d'injustice, de pas avoir prise sur son histoire de vie, ça, c'est quelque chose qui est vraiment peut-être qui est central dans la mienne. Voilà. Et c'est pour ça que je disais que finalement, raconter des histoires, travailler autour de la narration, etc., à défaut de pouvoir pleinement me réapproprier la mienne, et ça, c'est un deuil que j'ai dû faire, c'est-à-dire en devenant adulte, de comprendre que même si un jour, je retrouve ma mère de naissance, je retrouve mon père de naissance, je leur fais confronter leur version, je n'aurai jamais accès à toute l'histoire, je ne comprendrai jamais vraiment ce qui s'est passé, et je ne saurai jamais vraiment à qui me fier. Moi, j'ai le sentiment, en tout cas, que c'est par le militantisme, que c'est par la recherche, par la création, par le fait de politiser mon parcours individuel, que j'ai pu sortir d'une forme de désespoir. C'est-à-dire que tant que c'était juste mon drame personnel de j'aurais jamais accès à mes informations, je serais jamais ni vraiment marocaine, ni vraiment martiniquaise, etc. Et j'avais pas vraiment de porte de sortie ou d'issue. Mais à partir du moment où je me dis, non, je m'inscris dans l'histoire des déplacements forcés, des migrations forcées dans les communautés noires, etc. Je m'inscris dans l'histoire plus générale de la dépossession, mais aussi de la recréation. Et donc moi, je dirais que l'art et la politique, c'est ce qui, moi, m'a permis de me guérir. Dans le prochain épisode, je discuterai avec Nissa Medina, spécialiste en communication, féministe et activiste originaire du Honduras. L'épisode sera en espagnol. Recuerdo que teníamos esta comparación de la tasa, solamente la tasa de femicidios en Honduras en comparación con la tasa total de homicidios en Siria durante la guerra. Y la tasa de femicidios era mayor en Honduras que la tasa total de homicidios en Siria durante la guerra. Así de grave era la situación, sigue siendo la realidad en Honduras. Merci d'avoir écouté Do Girls and Women Count, un podcast d'Equal Measures 2030. Vous pouvez trouver le podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou vos plateformes de podcasts préférées. Vous pouvez également l'écouter en ligne sur equalmeasures2030.org/podcast, où vous trouverez de plus amples informations sur Equal Measures 2030 et Amandine Gay. Cette série est présentée par moi, Saran Colli, et produite par Fat Rat Films, avec à la réalisation et au montage Jody Taylor, montage supplémentaire Olivia Humphreys, la conception sonore Jamie Pereira, l'assistance à la production et la traduction française Ella Godfrey et la traduction espagnole de Julia Rosen.